des savoirs. Et si l'un des plus grands bouleversements de l'histoire des sciences n'était pas né dans un laboratoire, mais dans les poches d'un enfant fasciné par les insectes? Charles Darwin est né en 1809 en Angleterre. Petit, il n'a rien d'un génie solennel qu'on imagine après coup. Il est curieux, rêveur, absorbé par les détails. Il ramasse, collectionne, il observe des pierres, des plantes, des coléoptères. Là où d'autres ne voient presque rien, lui voit déjà un mystère. Mais comment ce garçon passionné par les petites bêtes va-t-il finir par changer notre vision du vivant ? Au départ, rien n'est simple. Son père le trouve peu fait pour les études classiques, on l'envoie vers la médecine. Échec. Le sang le révulse, les opérations le choquent. Ce n'est pas sa voie. Et pourtant, c'est justement ce jeune homme hésitant qui va embarquer pour un voyage immense. En 1831, Darwin monte à bord du Beagle. Pas pour quelques semaines, pour 5 ans. 5 ans de mer, de tempêtes, de côtes lointaines, de forêts, de fossiles, d'îles volcaniques. 5 ans à regarder le monde de si près qu'il commence à ne plus le voir comme les autres. Mais le plus étonnant, c'est que tout ne bascule pas devant un spectacle grandiose. Pas devant l'océan, pas devant les montagnes, pas devant les volcans. Peut-être que tout a changé à cause d'un bec. Un détail minuscule, presque rien. Et pourtant, ce presque rien ouvre une faille immense. Sur certaines îles, Darwin remarque que les animaux très proches ne sont jamais tout à fait identiques. Une tortue diffère légèrement d'une autre. Un oiseau n'a pas exactement le même bec ailleurs. Le vivant semble se répéter, mais en variant. Pourquoi la nature refait-elle presque la même chose sans jamais la refaire exactement identiquement ? C'est cette question qui réveille le regard, qui oblige à penser autrement. Darwin comprend alors peu à peu que les espèces ne sont peut-être pas fixes. Elles changent. Pas d'un coup, pas sous nos yeux, pas comme un tour de magie, lentement, sur des générations, par petites différences accumulées. D'abord, il y a une petite variation. Si elle donne un avantage, l'être vivant survit mieux. Et s'il survit mieux, il transmet plus facilement ce caractère. Voilà l'idée. Ainsi, génération après génération, la vie se transforme. C'est cela, la sélection naturelle. Le plus fou, c'est que cette idée ne raconte pas seulement comment changent les animaux, elle raconte quelque chose de beaucoup plus grand. La vie entière est une histoire, pas une vitrine immobile, pas une création figée, une immense histoire de bifurcation, d'essai, d'adaptation, de disparition. Darwin voit alors le vivant comme un arbre, un tronc ancien, des branches qui se séparent, des rameaux qui apparaissent, d'autres qui s'éteignent. Et soudain, l'être humain n'est plus au-dessus de tout. Il devient une branche parmi d'autres. Et ça, pour son époque, c'est un séisme. Mais Darwin n'est pas un homme qui assène vite. Il doute, il vérifie, il compare, il attend. Longtemps. 20 ans de doute. 20 ans avant de publier une théorie capable de bouleverser la place de l'être humain dans la nature. Ce qui surprend au fond, c'est que cette révolution n'est pas née de la certitude, mais de la patience. C'est qu'elle a déplacé l'être humain de son piédestal sans le rabaisser. Elle l'a replacé dans le vivant, dans son histoire, dans sa parenté, dans son vertige. Et ce qui réveille encore aujourd'hui, c'est cette idée simple, le monde n'est pas fini. Il n'a pas été une fois pour toutes fait. Il est en train d'évoluer, en train de se faire. La vie change. Elle tente, elle bifurque, elle invente. Et peut-être que le plus beau chez Darwin n'est pas seulement ce qu'il a découvert, c'est la manière dont il a regardé, longtemps, humblement, jusqu'à voir dans un détail presque invisible, le mouvement immense de la vie. À croire que les plus grandes révolutions peuvent naître d'un détail minuscule.